Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Les États-Unis détiennent le triste record du pays développé avec le plus haut taux de mortalité maternelle. Et pour les États les plus pauvres, comme la Louisiane, cette proportion est même bien supérieure. Le mouvement MeToo s'invite dans la campagne présidentielle à Taïwan après la révélation de plusieurs scandales mettant en cause notamment des hommes politiques. Et puis on fera un tour en cuisine à la rencontre de la meilleure pâtissière au monde. Nina Métayer a remporté le titre, mais pour se faire une place dans ce milieu, eh bien, elle a dû sortir le fouet. En 2021, les États-Unis enregistraient 33 décès de femmes pour 100 000 naissances. Un chiffre record pour un pays riche, mais encore plus important pour les femmes noires des États les plus pauvres. Les risques sont jusqu'à 4 fois plus élevés pour elles. Et puis le renversement de l'arrêt Roe contre Wade, qui ne protège plus l'IVG au niveau fédéral, augmente encore les dangers qui pèsent sur les femmes enceintes. Le reportage en Louisiane de Fanny Allard. Hi, good to see you. Good to see you too. Pour cette jeune femme, c'est la dernière ligne droite. So here we are, 37 weeks. I'm so pregnant. Être enceinte aux États-Unis n'est pas anodin. La première puissance économique du monde est aussi le pays développé avec le pire taux de mortalité maternelle. En Louisiane, 39 femmes meurent pour 100 000 naissances et ces chiffres sont encore pires pour les femmes noires qui ont 4 fois plus de chances que les femmes blanches de mourir en couche ou postpartum. C'est pour les aider qu'est née l'organisation pour laquelle travaille Shalon. Il y a un manque de connaissances autour de l'accouchement chez les familles noires. Et il y a surtout un manque d'accès à des soins de qualité qui est un coût raisonnable. Mais fondamentalement, le problème, ce sont les préjugés inhérents au système médical, car quand on est une femme noire et qu'on est enceinte, on est stigmatisé. Les femmes noires sont souvent couvertes par Medicaid, la couverture santé des plus précaires, qui n'est pas acceptée partout et qui, quand elle l'est, rembourse mal les hôpitaux en comparaison aux assurances privées. Conséquence, des services médicaux régulièrement débordés et un personnel pas toujours à l'écoute. J'ai l'impression de devoir défendre mes choix et ce que je veux pour mon fils à chaque étape de la grossesse. Par exemple, j'ai peur qu'il le circoncise sans mon accord. Je ne veux vraiment pas que ça arrive. C'est comme pour l'accouchement, ils parlent de me déclencher, mais je leur ai dit vouloir un accouchement non médicalisé. Un tiers des 64 comtés de Louisiane sont des déserts médicaux, sans obstétricien ni gynécologue. Une ruralité à laquelle se marie un vrai manque de ressources, car au-delà de la carte postale, la Louisiane est le deuxième État le plus pauvre des États-Unis. Autant de facteurs qui favorisent la mortalité maternelle. La plupart des décès arrivent pour des raisons sociales. Consommation de drogue, accidents de voiture, homicides. Ce qui est très dur à résoudre. Donc vous avez un manque global d'accès aux soins, un état pauvre, une misère sociale non prise en charge. Tout cela combiné rend les choses très difficiles pour les femmes. Une situation rendue encore plus sensible par la fin de l'arrêt Roe v. Wade qui garantissait l'accès à l'avortement à l'échelon fédéral. L'avortement volontaire n'est plus légal en Louisiane. Mais la loi a été rédigée d'une manière tellement vague que cela ne laisse pas de place à la zone grise. Or, très souvent, le besoin de recevoir ces soins s'inscrit dans cette zone grise. Cela génère énormément de confusion et de peur pour les patientes comme pour les praticiens. Ça les décourage à exercer en Louisiane, alors qu'on souffre déjà d'un manque d'obstétriciens gynécologues. C'est la garantie d'un désastre. L'ambiguïté de la loi louisianaise met en danger de nombreuses femmes. Nancy Davis en a été directement victime. Cette jeune femme de 36 ans a découvert qu'elle était enceinte en juillet 2022, une grossesse désirée pour cette mère de déjà 2 enfants, mais après la première échographie, elle a découvert que son fœtus était atteint d'acranie, c'est-à-dire que son crâne ne se développerait pas. Pour résumer une histoire triste,
On m'a refusé un avortement alors que mon fœtus n'était pas viable. Initialement, l'hôpital avait accepté de le faire pour $6 000. Mais quand je suis revenue quelques semaines plus tard, ils m'ont dit que ce n'était pas possible en raison du pouls du fœtus et de l'interdiction d'avorter en Louisiane. Et puis, ils m'ont simplement souhaité bonne chance. Pratiquer l'avortement en Louisiane est passible de 15 ans d'emprisonnement et d'une amende de $5 000 à $200 000. Les médecins de Nancy étaient tellement terrifiés à l'idée des répercussions qu'aucun ne s'est résolu à pratiquer la procédure. Pourtant, la maladie dont était atteinte son fœtus faisait bien partie des exceptions à l'interdiction d'avorter. J'étais enceinte de 15 semaines. Donc la Floride n'était pas une option à cause de la limite gestationnelle. Pareil pour la Caroline du Nord. Donc New York s'est avéré être le meilleur choix. Leurs lois étaient claires et les médecins étaient confiants dans leur habilité à opérer. Ça a été l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Mais je savais que je ne voulais pas porter mon bébé pour l'enterrer plus tard. Un souvenir également traumatisant pour sa famille. Elle ne m'a pas tout raconté à l'époque, parce qu'elle ne voulait pas que je m'inquiète. Mais son ventre ne grossissait pas. Et je savais que le bébé ne grandissait pas et que quelque chose n'allait pas. Quand je regarde mes filles, je me dis que je ne veux pas qu'elles vivent la même chose que moi. À quoi l'avenir va ressembler pour elles sans le droit de disposer de leur corps ? L'histoire de Nancy est loin d'être isolée, mais contrairement à elle, beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de quitter leur état. La fin de l'arrêt Roe v. Wade renforce donc davantage les disparités économiques et de santé publique aux États-Unis, et par conséquent, les disparités raciales. Le 13 janvier 2024, la population taïwanaise se rendra aux urnes pour choisir la personne qui succédera à la présidente Tsai Ing-wen. Au cœur de la campagne, une nouvelle thématique, celle du harcèlement et des agressions sexuelles. Depuis le mois de mai 2023, 6 ans après son émergence aux États-Unis, le mouvement MeToo a changé la donne dans le pays. Le reportage à Taipei de Lucie Barbazange et Edison Tseng. Elle aussi s'est fait agresser par un homme il y a 7 ans, un directeur dans un prestigieux média. En juin, elle le dénonce sur les réseaux sociaux. A-t-il violé mon consentement? Oui. Il a ignoré ma volonté, a profité d'un rapport de pouvoir inégalitaire et m'a forcé à répondre à des questions personnelles. Un épisode parmi d'autres. De temps à autre, cela m'arrive encore de me faire agresser sexuellement par des hommes vieux. Ils vont par exemple te toucher, te poser des questions personnelles et faire des blagues sur le sexe. C'est cette série taïwanaise qui l'a poussée à s'exprimer publiquement. Une politicienne promet justice à une membre de son parti qui s'est fait agresser. Suite à sa diffusion, des centaines de politiciens et de célébrités sont accusés. Taïwan a choisi une femme comme présidente. Mais le chemin semble encore long vers l'égalité des sexes. Depuis des années, cette députée du parti au pouvoir se bat pour l'égalité des genres. En août dernier, le Parlement, environ 40% de femmes, renforce la loi contre le harcèlement sexuel. Mais pour cette élue du Parti progressiste, le changement culturel est encore loin. Prenez mon histoire comme exemple. Un député d'un autre parti m'a harcelé sexuellement, verbalement et physiquement. Après 3 ans de bataille, j'ai gagné devant le tribunal civil, le tribunal criminel et devant le tribunal administratif. Et le parti auquel il appartient refuse toujours de reconnaître que c'est un oppresseur. Son parti continue de nommer un agresseur sexuel jugé coupable par la justice. Ce mouvement social saura-t-il s'imposer durablement dans la société taïwanaise? C'est ce qu'espèrent ces étudiants. Du monde virtuel au monde réel. Impensable il y a quelques mois, en pleine rue, plusieurs victimes prennent la parole. Ce dont nous avons le plus besoin maintenant, c'est que les gens arrivent à être empathiques avec les victimes. Car aujourd'hui encore, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui continuent de remettre en question ce que les victimes disent. Un candidat a annoncé qu'il choisirait comme vice-présidente une actrice de la série qui a déclenché MeToo à Taïwan. Coup de bluff ou bonne foi,
L'égalité des genres est en tout cas au programme de la campagne. Se faire une place dans le monde de la haute cuisine quand on est une femme, ça n'est pas de la tarte et ça n'est pas Nina Métayer, élue meilleure pâtissière au monde, qui vous dira le contraire. Après des années derrière les fourneaux dans un monde très masculin et misogyne, elle est désormais sur le devant de la scène. Portrait d'une femme toquée. Ses gestes sont précis et l'esthétique soignée. À tout juste 35 ans, Nina Métayer est devenue la première femme à remporter le titre de meilleure pâtissière au monde. Une reconnaissance indéniable, plus de 15 ans après ses débuts en boulangerie. En arrivant à Paris, les portes ont eu du mal à s'ouvrir pour moi, entrer dans les boulangeries où je ne voulais pas forcément travailler. Parce qu'en tant que femme, il y a 15 ans, c'était pas forcément là où on nous attendait. Des obstacles qui n'ont pas empêché la jeune femme de cultiver sa passion et de se former en pâtisserie auprès des plus grands chefs notamment. Tout au long de son parcours, Nina Métayer a dû compter sur sa force de caractère et sa détermination pour dépasser les remarques sexistes et misogynes. On m'a quand même dit plusieurs fois qu'on ne pouvait pas être femme, chef, maman, chef d'entreprise. C'était pas possible. Tous les gens qui ont voulu me décourager, ils m'ont encore plus encouragée. Preuve en est, depuis 3 ans, Nina Métayer est à la tête d'une entreprise en plein essor, où les femmes sont nombreuses. La chef de production, c'est une femme, sous-chef, c'est une femme, les chefs de partie, ce sont des femmes. Ça montre que oui, c'est inspirant, que Nina, elle inspire les femmes, c'est bien. Et avec l'obtention du titre, les commandes ont encore augmenté. De quoi continuer à faire de la place à une nouvelle génération de chefs pâtissières très inspirés. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, rendez-vous sur notre site internet et tous nos réseaux sociaux. À très bientôt sur France 24.